Merci à tous les 5 pour votre présence avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous accueillir pour discuter de vos projets, vos différents projets de recherche. Donc, nous avons autour de la table Clément Picongo, ingénieur d'études et doctorant en santé publique au sein du laboratoire ESSEV à l'INSERM, donc, qui travaille sur les conduites addictives, la santé mentale, la prévention, les inégalités sociales, donc plutôt avec une approche par la sociologie, l'anthropologie un petit peu. Nous avons également Sébastien Saeta, sociologue et chargé de recherche à l'École nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale, également rattaché au centre Max Weber. Donc là, avec des travaux de recherche portant sur les inégalités sociales de santé, la santé mentale, le handicap psychique et le tabagisme notamment. Nous avons également autour de la table Louis-Ferdinand Lespine, psychologue, chef de projet au centre hospitalier Le Vinatier avec une expertise en dictologie. Et nous avons enfin Éric Breton, enseignant-chercheur, et Élodie David, coordinatrice de projet à l'EHESP, donc au laboratoire à Rennes, donc où voilà, Éric et Élodie travaillent ensemble sur des projets en prévention, en promotion de la santé. Et donc, on a 4 projets qui sont représentés autour de la table. Et donc, Élodie et Eric présenteront à 2 voix leurs projets. Donc, voilà, 5 intervenants pour 4 projets. Donc, quelques précisions concernant l'organisation de cette table ronde. Donc, on va aborder plusieurs grands champs thématiques sous forme voilà, de discussion, de débat. Mais on va quand même laisser à chaque intervenant et intervenante la possibilité de présenter de manière un petit peu plus formalisée son projet de recherche. Et on aura ensuite, comme ça a été le cas pour toute la journée, un temps de questions avec le public en présentiel et aussi en distanciel. Donc, pour les personnes qui sont en distanciel, je vous invite à indiquer à qui s'adresse votre question dans le chat, hein, puisque là, on a plusieurs intervenants, ou à nous indiquer si elle s'adresse à tous et toutes à la fois. Donc peut-être, avant de commencer, quelques mots de contexte sur cette table ronde. Donc on a souhaité avoir ce temps dédié sur cette thématique de la question de l'entourage des jeunes vis-à-vis de la consommation de substances, parce qu'elle nous paraissait particulièrement intéressante à plusieurs titres. Déjà parce que les facteurs de protection des consommations, les facteurs de risque aussi des consommations, on sait qu'ils se jouent bien sûr au niveau des individus, elles se jouent aussi au niveau du contexte social, mais entre ces 2 strates, on a cet environnement social proche qu'on peut appeler l'entourage, qui peut jouer un rôle qu'on a vu qui peut être ambivalent concernant l'entrée, la sortie dans l'addiction. Donc tous les projets que vous portez les uns et les autres et qui sont donc soutenus par l'INCa et l'IRESP traitent de cette question de l'entourage. L'entourage prend une place notable dans vos projets. Voilà, vous avez choisi d'inclure la sphère familiale, le cadre scolaire, ou alors d'autres personnes qui vivent en compagnie du jeune aussi ou qu'il fréquente régulièrement, comme par exemple les acteurs éducatifs et socioculturels ou encore les professionnels de santé, pour Sébastien notamment. Donc voilà, donc plein d'éléments. Donc je souhaitais qu'on commence cette table ronde avec une question assez générale, assez classique, hein, pour clarifier de quoi on va parler lorsqu'on évoque cette question de l'entourage des jeunes. Donc voilà, déjà, est-ce que vous pouvez nous dire chacun, chacune, comment est-ce que vous définissez cette notion de l'entourage? Qu'est-ce qu'elle recouvre? Voilà, est-ce que finalement vous parlez tous et toutes du même entourage? Et, grande question, est-ce qu'il faudrait parler de l'entourage au pluriel, les entourages? Voilà, donc je mets tout ça sur la table. Clément, je vous vois hocher la tête. Est-ce que vous voulez commencer? Merci pour cette introduction. Donc oui, effectivement, je pense qu'on peut parler des entourages, sachant que comme on peut parler des jeunesses, finalement, C'est vrai. voilà, il y a des jeunesses qui grandissent dans des quartiers plus précarisés que d'autres, avec des logements plus ou moins grands, la possibilité voilà, d'inviter des copains à la maison ou pas. Donc oui, effectivement, l'entourage, il peut être élargi. Et il y a les éducateurs, les animateurs de l'éducation populaire qui sont là pour, dans certains contextes, animer les activités entre les jeunes, etc. Donc moi, voilà, j'ai fait le choix enfin, on a fait le choix avec l'équipe d'intégrer ces acteurs dans ce qu'on appelle l'entourage, aux côtés de la famille, des amis, etc. Voilà, est-ce que peut-être je laisse la parole à...
Allez, Sébastien. Oui, ben, merci beaucoup pour cette introduction. Alors, sur l'entourage, je voulais préciser peut-être qu'en tant que sociologue, qualitativiste, et puis qui travaille plutôt dans le cadre d'approche inductive, l'idée pour moi serait de ne pas trop figer la notion, de ne pas la définir a priori, mais effectivement d'être ouvert à la diversité des différentes personnes qui peuvent constituer l'entourage et à la diversité, oui, voilà, de ces acteurs, des contextes aussi dans lesquels vont évoluer les adolescents et les jeunes adultes. Donc voilà, c'était une remarque un peu préliminaire. Et puis après, c'est vrai, quand on interroge la notion, plein de questions se posent. Si on prend la famille, ça peut paraître assez simple de prime abord. La famille, les parents, frères et sœurs, on pense généralement à ça. Mais il y a les grands-parents, il y a aussi les cousins. Enfin voilà, donc où on commence, enfin où s'arrête la famille, où commence, où s'arrête la famille. Et c'est important après en termes effectivement de dispositifs méthodologiques d'enquête, etc. Et puis après, effectivement, chaque jeune, enfin on peut parler peut-être aussi de configuration, c'est-à-dire qu'on va avoir des configurations assez variées. Effectivement, il y a des déterminants sociaux, mais après, au sein même des classes sociales, on va avoir aussi des diversités. Il y a Bernard Lahire aussi qui a travaillé là-dessus, l'homme pluriel, la théorie de l'homme pluriel, comme quoi même, enfin que c'est vrai que les groupes même défavorisés ne sont pas homogènes et qu'ils vont effectivement, on va retrouver des configurations très différentes avec aussi des parents ou non séparés, des jeunes qui peuvent évoluer dans des milieux un peu plus favorisés, je ne sais pas, à l'occasion effectivement de la pratique du sport ou de la musique ou que sais-je encore. Donc voilà, et puis après aussi, ce que je voulais préciser, c'est par rapport, bon, en sociologie, on a deux concepts importants, c'est socialisation primaire et secondaire. Et du coup, voilà, c'est aussi l'entourage dans ces deux sphères-là, comment ça va s'articuler. La socialisation primaire, l'enfance, la petite enfance, l'enfance, qui est réputée comme étant vraiment déterminante. Mais après, comment ça va s'articuler effectivement à la socialisation secondaire, à la fois donc à l'école, au lycée, le club de sport. Voilà, le prof de sport peut devenir un acteur important. Et puis je vais m'arrêter là. Juste dernière précision aussi, c'est on parle de proximité. Donc est-ce qu'effectivement on parle de coprésence, il faut être proche, ou est-ce qu'il faut être proche, c'est-à-dire en interaction directe. Et est-ce qu'aussi que ça doit être positif ou négatif, c'est-à-dire est-ce qu'il ne peut pas y avoir des gens qui comptent aussi quand on est par exemple petit, mais qui nous sont hostiles par exemple. Donc c'est pas forcément, voilà, on peut aussi imaginer un entourage aussi, enfin on peut imaginer que l'entourage c'est ça, c'est les remarques des autres élèves qui sont pas forcément positives. Voilà. Qui veut suivre? Élodie. Oui. Alors, bon, nous, sur notre projet de recherche, c'est un petit peu particulier parce que c'est pas nous qui avons défini qui était l'entourage, hein. On s'intéresse en fait à un programme qui touche la famille. Mais c'est vrai que, je rejoins tout à fait, ce que tu disais. La famille, en fait, déjà, oui, enfin, on peut déjà se questionner sur qu'est-ce que la famille? Et d'ailleurs, chez les participants, au progra dans du programme, qu'on évalue, on voit, beaucoup de grands-parents, hein, qui s'investissent dans ce programme parce que, bah, ils pensent pas forcément à leurs enfants, mais à leurs petits-enfants. Et puis, on sait aussi que le programme a été, déployé, dans certaines cultures où la notion de famille est complètement différente. On a des témoignages notamment, de personnes pour qui la famille, c'est aussi les cousins, les cousines, parce que, bah, on grandit avec eux, qu'on a le même nom ou qu'on a le même nom de famille plutôt que sa mère, plutôt que son père, et cetera. Donc voilà, enfin, c'est une notion qui est très vaste. Et puis quand on parle aussi, d'addiction, je trouve, enfin, c'est une réflexion qui m'est venue, hein, quand on a préparé cette table ronde, c'est que c'est difficile de voir, enfin, qu'est-ce qu'on appelle vraiment l'entourage? Puisqu'on est vraiment dans des problématiques qui sont systémiques, hein. Quand on regarde les chiffres sur, enfin, sur ce que coûte, l'addiction en termes social ou même financiers, on prend en compte aussi tous ces effets, sur la petite enfance, sur, les violences intrafamiliales, et cetera. Donc à partir de quand on est une victime, en fait, des substances, et à partir de quand on a un entourage, la question, peut se poser aussi, je pense. Merci. Allez, Bien. Louis, Vous fais le m'entendez? tour. Ouais, c'est bon. Très bien. Bonjour à tous. Donc, écoutez, moi, je vais faire référence au projet de recherche, hein, que je vais vous présenter après, Triade, donc qui s'intéresse au dispositif CJC. Et effectivement, donc ce dispositif CJC, il est évidemment destiné aux jeunes, mais aussi à l'entourage. Et on pense
tout de suite aux familles. Et effectivement, beaucoup de familles viennent consulter dans ces dispositifs, mais pas seulement. On a également des amis, des pères, et il n'est pas rare aussi de voir dans les CJC des personnes du milieu scolaire ou du milieu socio-éducatif qui viennent eh bien, avoir des conseils, parler d'un jeune qu'ils suivent, qu'ils connaissent, voilà, parler de sa problématique. Et quand on pense à l'entourage proche, familial, etc., je pense qu'il faut aussi parler des représentations que l'on a quand on est jeune sur qu'est-ce que la famille et quels sont les besoins auxquels voilà, une famille est censée répondre. Et là, on peut parler aussi des situations de rupture familiale. Euh, et, euh, et effectivement, on peut voir des jeunes bien souvent dans ce genre de situation eh bien, qui trouvent dans des personnes d'autres milieux des choses, voilà, des soutiens, des supports qu'ils ne reçoivent pas nécessairement dans le cadre de leur famille. Rapidement, parce que déjà, Élodie a parlé du programme, mais effectivement, un programme capture un ou des entourages. Alors, juste mettre l'accent sur le fait que il y a quand on parle de famille, évidemment, on parle dans le monde occidental, notre vision de la famille, elle est très famille nucléaire et tout ça. Mais on voit effectivement qu'avec un programme, on peut capter un entourage qui est beaucoup plus large. Alors, dans le cas du programme qu'on évalue, effectivement, on est sur les grands-parents, on est sur les parents à devenir, et on est même sur des ancêtres, finalement, sur cet entourage qui pèse, qui a un impact, qui a une influence sur les comportements de la génération actuelle, mais qu'on voit qui est hérité, finalement, à travers donc des liens familiales. Alors, simplement dire ça. Merci pour ce premier tour de table donc, sur ces éléments de définition. Donc, vaste question, voilà, très diverse, puisque à la fois la jeunesse est diverse, que ce soit en termes d'âge, que ce soit en termes de genre, que ce soit en termes de gradient social, de vulnérabilité psychique, pour faire écho au projet de Sébastien. Et voilà, aussi diversité du coup au niveau des personnes qui vivent avec eux au quotidien ou pas. Ça peut être du coup remonté il y a plus longtemps, si je reprends ce que Eric disait à l'instant. Et écoutez, pour rentrer un peu plus dans le détail de vos projets, je vous propose maintenant que chacune et chacun présente rapidement son projet de recherche avec quelques slides synthétiques. Voilà, et donc vous demandez de préciser pourquoi vous avez. Bon, on a compris pour Eric et Elodie que voilà, le cadre familial était déjà imposé entre guillemets par le programme que vous avez choisi d'étudier. Peut-être pour les autres, voilà, nous expliquer pourquoi vous avez fait le choix aussi d'étudier tel ou tel entourage à inclure dans vos études. Donc je vous propose de commencer avec Clément Picongo, donc avec un projet qui porte sur le développement des compétences psychosociales liées à la consommation de produits psychoactifs chez les jeunes. Donc là, voilà, on est sur une population, oui, tabac, pardon. Donc déjà, voilà, spécifique tabac et sur une population quand même très jeune. Oui, donc merci de me laisser la parole pour vous présenter donc le projet Capacité, donc qui porte sur la mobilisation des acteurs de l'éducation populaire pour la co-construction d'une intervention de prévention du tabagisme chez les jeunes. Donc je propose ici de vous présenter donc brièvement les résultats d'une revue de la littérature qu'on a fait en vous partageant l'état de nos réflexions sur les données recueillies, notamment sur la place de l'entourage donc dans la recherche. Donc vous l'aurez compris, voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on place les acteurs sociaux, culturels dans ce qu'on appelle l'entourage, aux côtés de la famille, des amis, etc. Et donc quelques éléments de contexte pour commencer, avec l'OMS qui alerte sur l'épidémie mondiale du tabagisme qui cause la mort de plus de 8 millions de personnes par an. Des niveaux d'expérimentation qui, selon l'OFDT, les données de l'enquête HBSC 2018, montrent que les niveaux d'expérimentation augmentent durant les années de collège. Donc entre l'âge de 11 et 15 ans, on a une augmentation qui est très forte, c'est-à-dire qu'on passe de 4,1% d'expérimentation à 33% en France, donc entre 11 ans et 15 ans. Donc les
les recherches soulignent également la vulnérabilité tabagique qui est particulièrement importante chez les jeunes issus des milieux précarisés. Donc, finalement, ça nous amène à nous dire qu'il y a une nécessité importante d'identifier les leviers de prévention auprès de ces jeunes issus des milieux précarisés et en amont de la première expérimentation. D'où la tranche d'âge qu'on a choisie. Donc, ce que montre la recherche, c'est que finalement, aujourd'hui, on sait que les compétences psychosociales donc permettent d'adopter des comportements favorables pour la santé et qu'elles se développent dans les mises en relation et les interactions donc, avec l'entourage, et que les jeux et les arts créatifs qui constituent des sources de plaisir, de passion et d'inspiration, notamment chez les jeunes, peuvent être mobilisés pour atteindre cet objectif. Pourtant, il n'y a aucune revue de la littérature qui a été faite au sujet de ces activités, finalement, du moins de la mobilisation de ces activités pour prévenir le tabagisme chez les jeunes. Et donc, dans notre équipe, on s'est dit que ça pouvait être intéressant finalement de faire une revue de la littérature qui recense les interventions de prévention du tabagisme, donc adressées aux jeunes de 6 à 12 ans, et qui ont pour objectif de développer leurs compétences psychosociales à l'aide d'activités ludiques, créatives ou récréatives. Donc, on a recensé 11 interventions qui, pour la plupart, sont des interventions numériques et qui consistent en des jeux en ligne. On a constaté que ces interventions avaient toutes en commun l'objectif de développer spécifiquement la capacité des jeunes à résister à la pression sociale, donc à la pression de l'entourage finalement. Il ressort aussi de cette revue de la littérature que les activités créatives... on constate également que les critères de mesure qui sont utilisés sont finalement des critères individuels. Donc, on mesure les connaissances des jeunes, leur comportement, leurs intentions, leur efficacité personnelle ressentie, leurs compétences de manière générale. Et ce qu'on constate également dans cette revue de la littérature, c'est que les activités créatives et les activités sportives sont de bons médiums de développement des compétences psychosociales, avec notamment la musique, le hip-hop en l'occurrence. Tout à l'heure, j'entendais parler de Lorenzo. Voilà, ça m'a fait écho à cette revue. Donc le rap, le théâtre qu'on peut assimiler au jeu de rôle, la danse et les arts de façon générale, avec la création de posters, de fresques, de dessins. Par ailleurs, les résultats de cette revue mettent en avant des ressources qui sont mobilisées pour prévenir le tabagisme et que je propose ici de mettre à discussion. Donc, on constate que l'utilisation des activités précédemment citées se fait principalement dans le contexte scolaire, avec la mobilisation des enseignants pour accompagner la mise en œuvre des dispositifs. Cependant, dans le contexte français, on peut se poser la question de savoir comment ne pas reproduire finalement les inégalités scolaires qui préexistent à la mise en place des interventions, et que la sociologie de l'éducation a bien étudié. Hein. Il faut aller voir les travaux d'Alain Léger, etc. Donc, on constate que la question des personnes ressources, finalement, donc la présence d'adultes facilitateurs est largement recommandée, notamment celle des parents. On recommande même de développer leurs propres compétences psychosociales. Néanmoins, peu d'études tiennent compte du rôle des parents pour prévenir le tabagisme chez les jeunes. Pourtant, on connaît bien le rôle protecteur que la famille occupe pour préserver les jeunes face au tabac. Enfin, pour atteindre les jeunes les plus vulnérables, notamment ceux qui sont en difficulté, voire en décrochage scolaire, il est recommandé de mettre en place des interventions qui s'appuient sur la communauté, des interventions communautaires, des interventions de proximité qui mobilisent à la fois l'entraide et le soutien entre pairs et permet de toucher finalement un plus large panel de jeunes au-delà du contexte scolaire, et qui permet donc d'atteindre un objectif de réduction des inégalités sociales de santé qui a été cité dans les précédentes interventions. Donc c'est finalement ce type de dispositif co-construit avec les acteurs de la jeunesse, les familles
et les jeunes eux-mêmes, qui est aujourd'hui prometteur pour réduire les inégalités sociales de santé, avec des évaluations par méthode mixte qui explorent différents niveaux d'action, à la fois individuels, collectifs et contextuels, et qui intègrent une évaluation de processus rigoureuse tout au long du projet, avec l'aide des outils de la recherche en sciences humaines et sociales, qu'il s'agisse des entretiens individuels ou des observations ethnographiques qui permettent de produire des données riches pour la recherche. Donc voilà pour ma présentation. Je vous remercie. Voilà, il reste quelques questions en suspens. Je pense qu'on peut en discuter avec les autres intervenants. Donc comment mobiliser les acteurs, quel intérêt ils y trouvent, etc. Tout à Voilà, fait. merci beaucoup. Ouais. Et puis, on peut vous applaudir. Et puis oui, on reviendra également sur cette question des inégalités sociales de santé qui nous intéresse tout particulièrement et qui mérite une attention toute particulière. On passe la parole maintenant à Sébastien Saïta, donc, pour un projet sur le tabac également, chez les adolescents et jeunes adultes accueillis en psychiatrie et en DITEP. Voilà, et comme son nom l'indique, est une recherche sociologique et épidémiologique sur les déterminants sociaux et biographiques du processus d'entrée dans le tabagisme dans cette population. C'est juste pour quelques mots de contexte, donc il est financé par l'Institut national du cancer, ce projet dans le cadre de l'AP Jeunes chercheurs sur tabac et alcool 2021. Voilà. Alors, c'est moi qui ai la main, pardon. Oui. Sur l'équipe projet rapidement, donc voilà, je suis le coordinateur de ce projet. Yana Zdravkova est responsable de l'étude empirique. J'y reviendrai, il y a une étude empirique dans ce projet. Et puis Norbert Anselem, Alain Leplège et Thomas Remen sont impliqués dans d'autres tâches que sont la revue de littérature, les analyses statistiques, etc. Alors c'est un projet qui est coporté par la plateforme de recherche sur la santé mentale et le handicap psychique, qui est une association de recherche qui développe des recherches appliquées dans le champ de la santé mentale, donc dans ces différents secteurs sanitaires, médico-social, social, et qui est aussi coporté par l'NCIS Recherche, donc, auquel j'appartiens, donc qui est un laboratoire de recherche rattaché à une école de travail social. On s'est entouré aussi d'un beau comité de suivi, qu'on pourrait dire pluridisciplinaire, à la fois avec des sociologues, donc des addictologues, des épidémiologistes, etc. Et puis des acteurs de terrain aussi, et notamment des responsables des structures enquêtées. Donc vous avez la liste, je vous fais l'économie de la lecture totale, et les logos des institutions partenaires. Alors sur le contexte de la recherche, alors contexte très général, je l'ai dit, c'est dans les activités de la PRSMHP, qui est une association de recherche qui vise de façon transversale à différents secteurs de l'action publique, donc à développer des recherches appliquées, et qui s'intéresse notamment à la santé somatique. Ça, il y a un versant santé somatique, cancer, mais là, en l'occurrence, tabac. Et aussi, ça s'inscrit dans le cadre de mon parcours de recherche, dans la mesure où moi, je travaille principalement sur l'institution psychiatrique, les transformations de l'institution psychiatrique, et j'ai rencontré le tabac au cours de mon parcours de recherche. J'ai notamment participé au projet Comet, donc, qui a été coordonné par Laetitia Minari, et puis je l'ai intégré aussi après dans mes études sur l'institution psychiatrique, parce que c'est un vrai sujet en psychiatrie, on va y revenir. Et on a réalisé aussi avec la plateforme un projet dans les ESMS, établissements et services médico-sociaux, sur la question du tabac, dans la mesure où il n'y avait absolument rien en France sur cette question, et dans la mesure aussi où cette population est accueillie dans ce type d'établissement. Alors sur le contexte scientifique, il faut d'abord rappeler vraiment un constat qui est très important quand on parle de la santé somatique des personnes avec un trouble psychique, c'est leur surmortalité. Donc avec une espérance de vie à 15 ans qui est de 50 ans pour les hommes et qui est de 60 ans pour les femmes, donc inférieure pour les hommes de 16 ans et pour les femmes de 13 ans, donc c'est considérable, avec comme première cause de décès les cancers et les maladies cardiovasculaires, et donc qui viennent avant le suicide et avant d'autres causes qui pourraient être vraiment plus directement attribuées aux troubles psychiques. Donc c'est aussi montré à l'international, pas en France, mais que vraiment le tabagisme est impliqué dans cette surmortalité. Et c'est vrai que quand on regarde les études de prévalence à ce sujet, les taux sont particulièrement préoccupants. On a donc des méta-analyses qui font état de taux entre 50 et 90% de fumeurs dans cette population. On avait aussi une étude américaine qui disait que les personnes avec un trouble psychique fumaient 44% des parts du marché américain des cigarettes. Donc voilà, c'est vraiment c'est essentiel de s'intéresser à cette question. Et c'est vrai qu'il n'y a rien en France, très peu de choses, on va dire, sur cette population. La dernière étude, elle remonte à 2000. C'était un effectif d'environ 700 patients et qui faisait état de 66% de fumeurs. Mais depuis, rien, à part des études très locales. Donc il faudrait vraiment une étude de grande ampleur sur le territoire, sur cette population.
Ce qu'on sait aussi, c'est que l'initiation au tabac est souvent précoce et se déroule aussi dans les institutions. Ça a été montré donc à l'international. Et que c'était aussi influencé par donc évidemment la famille et les pères, comme toutes les autres populations, hein, il n'y avait pas de raison. Et donc l'enjeu, c'est de voir peut-être comment s'articule tout ça. Donc comme je l'ai dit, aucune donnée sur ce sujet en France, sur les troubles psychiques globalement, sur les adolescents évidemment encore moins. Et puis globalement aussi, on l'a remarqué, peu de données qualitatives à l'international sur le processus d'entrée dans le tabagisme et sur les circonstances de l'initiation. Notamment peu d'études qualitatives. On a beaucoup en fait d'études quantitatives qui montrent qu'il y a un lien entre par exemple l'institution et troubles psychiques et adolescence, mais on ne sait pas pourquoi. Qu'est-ce qui fait effectivement qu'ils fument plus dans ces institutions? Est-ce qu'il y a un accès facilité au tabac? Est-ce que c'est les conditions de vie qui sont difficiles dans ces institutions? Enfin voilà. Donc il nous semblait que le mystère restait entier et qu'il y avait donc à faire un sujet qui pouvait à la fois essayer de montrer un petit peu qu'est-ce qu'il en est dans ces établissements en France avec un aspect quantitatif, mais aussi qualitatif pour apporter une plus-value, même espérer apporter une plus-value au niveau international. Alors, l'objectif général, donc, c'est éclairer le processus d'entrée dans le tabagisme d'adolescents et de jeunes adultes. Alors, 10-25 ans, on a choisi. Comme on est un peu dans quelque chose d'exploratoire, il n'y a rien sur le sujet, donc on veut vraiment poser des questions un peu générales, être un peu large. On ne veut pas non plus trop réduire. Donc, on est parti sur 10-25 ans. Et puis, ça me semble, au vu de ce qu'on a dit aujourd'hui, relativement pertinent. Voilà, donc c'était un choix difficile à faire. Hein, et on a pris cette tranche-là, on pourra en discuter. Et donc, d'adolescents et jeunes adultes accueillis dans les institutions du champ de la santé mentale. Donc, nous, on s'est intéressé au champ sanitaire, la psychiatrie, hein, mais aussi médico-social, comme les ITEP. Donc, sur les hypothèses, bon, là le premier paquet, c'est plutôt mon parti pris théorique, mais c'est que les déterminants sociaux vont être déterminants, mais aussi biographiques, hein, avec vraiment une dimension de processus, voilà, qui nous est chère en sociologie, en sciences humaines et sociales, avec l'idée de regarder le parcours personnel et puis aussi le parcours de soins. Et puis aussi l'hypothèse qu'on a fait, c'est que l'institution, effectivement, on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui, pouvait avoir un rôle positif ou négatif. Ce qui a souvent été montré, c'est que l'hôpital psychiatrique pouvait avoir un rôle négatif, des effets délétères. Mais ce qu'on avait constaté dans le contrat d'amorçage là, sur le tabac dans les ESMS, c'est qu'il pouvait aussi avoir un effet protecteur. On avait vraiment un exemple d'établissement où l'ensemble des résidents avaient arrêté de fumer toutes et tous ensemble, avec un effet de groupe, un effet d'entraînement, etc. Donc on avait vraiment aperçu l'effet protecteur de l'institution. Et puis ça, c'est vrai que ça nous amène à resituer tout ça dans un débat plus général qu'avait soulevé la rapporteuse spéciale de l'ONU quand elle était venue visiter en France les établissements médico-sociaux et qui avait dit il faut que vous fermiez ces établissements résidentiels qui sont des lieux de ségrégation, des lieux de privation des libertés, etc. Et donc, nous, on se dit que c'est intéressant d'interroger aussi l'institution dans son aspect protecteur, mais effectivement, dans ses effets aussi délétères, hein, parce que c'est ça que dit principalement la rapporteuse, hein, c'est que ces institutions ont des effets délétères, et notamment sur le tabac. Alors, il me reste combien de temps ? On conclut. Bon, je vais aller très vite. De toute façon, c'était 3 tâches. Enquête exploratoire avec un mini questionnaire auprès des directions et des entretiens exploratoires dans les établissements sanitaires et médico-sociaux. Une tâche documentaire, donc revue littérature internationale sur le tabagisme des adolescents et jeunes adultes avec un trouble psychique. Donc c'est en cours de publication. Et puis une tâche empirique, donc une étude empirique dans les établissements services sanitaires médico-sociaux. Donc voilà, il y avait les objectifs, un objectif très général et puis un objectif qui était propre à chaque bras, hein, quantitatif, qualitatif. On a voulu vraiment s'appuyer sur une méthodologie mixte en vraiment faisant dialoguer les questions du guide d'entretien avec les questions du questionnaire pour vraiment éclairer les deux, expliquer et puis objectiver. Et voilà, donc on a développé aussi la recherche donc, dans des dispositifs d'instituts thérapeutiques, éducatifs et pédagogiques, les DITEP, et dans des cliniques de la Fondation Santé des étudiants de France. C'était nos 2 principaux terrains. Il devait y avoir la psychiatrie, on pourra y revenir le temps des questions. On n'a pas pu, j'expliquerai pourquoi. Voilà, et puis je détaillais la méthodologie, voilà, très brièvement. Donc classique, passation de questionnaire dans le bras quantitatif, bras qualitatif, entretien, et puis entretien collectif avec les professionnels et individuel avec les personnes concernées. Et puis, état d'avancement, voilà, enquête exploratoire, elle est terminée, on est en train d'analyser. Tâche documentaire, elle est aussi terminée, elle est en cours de publication. Et l'étude empirique, on y reviendra
pendant les questions parce qu'on a des difficultés. On a dû faire le deuil de certaines choses, mais on a quand même des succès aussi. Donc voilà, je laisse le suspense. Merci pour ce suspense. C'est- Je vous en prie, Sébastien. Merci pour ces éléments. On va passer oui, à Louis et on terminera avec Elodie et Eric. Donc, Louis, donc toi, tu travailles sur le projet Triade, pardon, excuse-moi. Donc, sur les consultations aux jeunes consommateurs. Ouais. Triade. Alors, le projet Triade. Je dois vous avouer que j'entreprends un exercice délicat, compte tenu de la douleur avec laquelle le projet a été mis en place. On a assisté à une superbe partie de ping-pong avec le CPP et la CNIL. L'étude a démarré. Elle démarre difficilement, on a très peu d'inclusion. Donc voilà, je vais essayer de... Ouais. Je vais faire la présentation en souriant et voilà, tout en disant des choses. Alors, je plaisante. Ok, Triade, pourtant, c'est un projet important parce qu'il vise à finalement évaluer un dispositif qui existe depuis un petit moment maintenant. Voilà, c'est un projet donc coporté par professeur Benjamin Roland et le docteur Julia Asbart de Lyon, en partenariat avec l'OFDT, Fédération Addiction France, et financé par l'IRESP. Donc les CJC, les consultations jeunes consommateurs, donc c'est un dispositif, comme je le disais, qui a été mis en place par l'État il y a près de 20 ans et qui, à l'époque, devait répondre à la problématique de l'augmentation de l'usage du cannabis dans les années 90-2000. Ce qu'on sait en termes d'activité dans les CJC, du profil du public reçu, etc., nous vient essentiellement des travaux de l'OFDT, qui a donc publié des rapports réguliers. Je ne vais pas vous donner tout un tas de chiffres, je vais quand même vous en donner certains, mais je vais pas trop en donner. En 2014, c'était 30 000 consultants en CJC. Les 3 quarts, on va dire, hein, des jeunes, hein, des usagers, donc 12-25 ans typiquement. Un quart donc pour les familles ou membres de l'entourage. Les CJC se caractérisent par une hétérogénéité assez importante en termes de modalités de pratique, de fonctionnement. Elles n'ont pas toutes les mêmes ressources, en termes de type d'intervenants aussi. Il n'y a pas vraiment de profil type. Si vraiment on devait en définir un, ce serait un homme orienté par la justice pour des problèmes cannabis. Mais là encore, hein, on retrouve tout un tas de profils différents. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il semblerait qu'on ait une augmentation ces dernières années de consultations d'orientation par les familles pour un public plus jeune, pour des problématiques de jeux vidéo ou de smartphones. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'état des lieux. Et comme je le disais, ce qui nous manque finalement maintenant, c'est d'avoir des données de nature longitudinale et en savoir plus sur le devenir de ces jeunes et leur trajectoire. L'objectif principal, il est donc d'évaluer, d'étudier l'évolution des besoins en accompagnement des usagers qui viennent consulter ces structures. Donc l'étude Triade, elle a été lancée à partir de septembre 2022 dans 16 CJC, 16 structures initiales donc, qui participent au démarrage de l'étude. D'autres CJC vont rejoindre l'aventure cette année. Voilà, on aimerait arriver à un panel de 50 CJC idéalement représentative sur un certain nombre de critères, hein, région, etc., pour l'automne prochain. C'est une étude plutôt longue, hein, puisqu'elle va durer pour l'inclusion 36 mois, avec un suivi pour les usagers, les accompagnants de 12 mois. Assez ambitieuse, puisqu'on souhaite recruter environ 1500 usagers et moitié moins d'accompagnants. Alors je passe les détails hein, sur les aspects statistiques pour arriver à ces chiffres-là. Au niveau du design, comment ça se passe hein, donc observationnel, prospective, on a une mesure initiale, des appels téléphoniques, des entretiens téléphoniques avec les jeunes, où on a tout un tas de mesures. Donc évidemment, nos besoins en accompagnement, donc en l'occurrence, c'est une échelle qui s'appelle la GAIN SS, donc pour la mesure quantitative, des mesures sociodémographiques et addictologiques, et puis une série de questionnaires en ligne hein, pour éviter des entretiens téléphoniques de 3 heures, où là où on collecte d'autres données cliniques et fonctionnelles, de type anxiété, dépression, qualité de vie, etc.
Ces jeunes, on les rappelle à 3, 6 et 12 mois pour savoir ce qu'ils deviennent, pour obtenir des données relatives à leur parcours. Est-ce qu'il y a eu un suivi en CJC? Oui, non. S'il y a eu un suivi, combien de CJ de suivi, de consultation, s'il y a eu une réorientation, des mesures aussi par rapport à leur situation sociale, scolaire, etc. À 12 mois, on a également une mesure de satisfaction, de nouveau des mesures de nature addictologique. Et puis, on a un volet qualitatif pour les usagers et accompagnants, là, qui est sous la responsabilité du laboratoire Reshape à Lyon, qui est expert de la chose. Voilà, donc il y aura des entretiens à la fin de l'étude pour les usagers et les accompagnants. Pour les accompagnants, on a seulement 2 temps de mesure, une évaluation initiale. Donc là, on s'intéresse à leur perception à eux, des besoins du jeune pour lequel ils viennent consulter. Le jeune peut être présent ou non d'ailleurs dans cette consultation. Et puis un rappel à 12 mois avec cette même mesure. Et là aussi une mesure de satisfaction. Et on a également les entretiens qui leur sont proposés à la fin de l'étude. Et on contacte évidemment les CJC participantes à l'étude. Donc on a un questionnaire initial qui nous permet ici d'avoir, en l'occurrence sur la file active 2022, un certain nombre de caractéristiques dans leur structure, dans leur modalité de fonctionnement, etc. Et des appels téléphoniques à 6 et 12 mois pour ici avoir des données relatives aux jeunes qui suivent, ou pas, ou plus. Voilà. Je crois que j'ai une dernière dia. Ouais, voilà, là, c'est plus ce qu'on demande. En fait, évidemment, les professionnels de CJC, ils sont des acteurs clés pour le succès de cette étude. C'était une petite dia qui récapitule ce qu'on leur demande concrètement. Donc, en fait, ce qu'on demande aux professionnels de CJC qui voient les jeunes, c'est évidemment de vérifier les critères d'inclusion. Alors, j'en ai pas parlé, mais ils sont assez flexibles dans la mesure où c'est des 12-25 ans, peu importe la conduite addictive, et qui sont pour des jeunes qui sont reçus en première ou seconde consultation. On leur demande évidemment de leur présenter l'étude, leur proposer, avec de faire signer les différents formulaires. Alors effectivement, le problème de cette étude, j'en parlerai peut-être après, c'est qu'on demande le consentement des parents pour les mineurs. Alors on voit tout de suite le problème que ça va poser. S'il y a accord de participation, s'il y a un refus plutôt d'accord de participation, ici on a un registre d'usagers éligibles non inclus avec différentes informations, ce qui va nous permettre de savoir au final si notre échantillon final est représentatif des usagers qui étaient éligibles pour cette étude. Je pense que le motif refus de participation, parce que je ne veux pas que mes parents sachent que, je pense qu'il sera fortement présent. S'il y a accord de participation, là on demande aux professionnels de nous transférer les coordonnées des jeunes ou des accompagnants, et alors c'est nous qui prenons le relais pour les entretiens téléphoniques et pour la suite. Voilà pour l'étude triade. Merci. Désolée que c'est soulevé des choses douloureuses pour vous. On va pouvoir parler chacun de vos difficultés. Voilà, on ne va pas ouvrir un cercle de parole non plus, mais voilà. Je vous en prie, Elodie, pour le dernier projet. Donc là où on aura un focus sur la famille, avec le projet Paterne. C'est bon, vous pouvez y aller. Oui, donc moi je vais vous présenter donc le projet Paterne, qui est un projet de recherche interventionnelle qui est mené en collaboration donc, entre le HESP et Addiction France, et qui a pour objectif d'évaluer le programme Une affaire de famille, donc déployé par Addiction France. Donc c'est un programme de prévention de la transmission intergénérationnelle des addictions qui a été créé dans les années 90 au Québec par Lynn Caron, et qui en fait part du postulat que quand on a grandi dans une famille avec des difficultés de fonctionnement, on est un petit peu coincé en fait dans un schéma de répétition. Et on va donc réappliquer ce schéma et puis provoquer toujours les mêmes causes et les mêmes effets, ce qui va de génération en génération. Et du coup, dans le cadre de ce programme, on va déjà faire prendre conscience aux participants de cette reproduction générationnelle, et puis ensuite les faire travailler, leur donner des outils
pour qu'ils soient capables de sortir en fait d'un fonctionnement automatique et qu'ils recommencent à se poser des questions et qu'ils puissent changer bah, certains comportements ou certaines choses en fait, hein, revoir leur parcours de façon différente. On est dans une approche, systémique, c'est-à-dire qu'on va considérer que si on change, un individu de la famille, ça va avoir un impact sur la famille, entière. Ce qui fait que le programme est ouvert à tout adulte issu de familles en difficulté de fonctionnement. C'est un programme qui a d'abord été, créé pour les addictions, puis on s'est vite rendu compte que ça répondait à plein d'autres problématiques puisque, bah, on travaille, hein, sur, un facteur de protection individuelle, la famille qui protège de plein d'autres choses. Et puis, hein, les professionnels de terrain le disent bien, bah, dès qu'on est dans des problématiques de violence ou d'anxiété, etc., en général, l'addiction n'est jamais loin. Alors, l'objectif d'Addiction France, c'était bien entendu de le déployer à plus large échelle, d'où l'idée de cette évaluation parce qu'il y avait de forts éléments hein, qui montraient qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans ce programme, notamment une grande satisfaction à la fois des bénéficiaires du programme, mais aussi des professionnels qui le mettent en œuvre. On avait aussi des témoignages d'impact tangible rapportés hein, par des participants et qui liaient directement ces changements à leur participation au programme. Et puis, une cohérence hein, sur le programme, entre les leviers qu'on y active et puis les déterminants sur lesquels on voulait jouer. C'est là donc nous qu'on est entré en scène, où il a fallu qu'on élabore une stratégie d'évaluation, hein, puisque là, on est clairement sur, un programme qui déjà était vivant, hein, sur le terrain. Il a fallu, s'adapter, hein. Ça fait écho à ce que nos collègues pour l'Escape Game, nous ont dit tout à l'heure et pour ça, on se place dans le champ, de l'évaluation basée sur la théorie. Donc c'est l'idée que, dans chaque intervention, en fait, il y a, une ou plusieurs théories qui sous-tendent, l'intervention et qu'il convient de les identifier pour comprendre, en fait, comment ça fonctionne et pouvoir, de facto, l'évaluer. Pour ça, donc, on a conçu une stratégie en 3 phases. Donc la première phase, a été, financée du coup, par l'IRESP et l'objectif était d'établir le diagnostic du programme. Donc d'aller, chercher en fait, quelles étaient ces théories qui supportaient le programme et puis établir le modèle logique. Donc un modèle logique, hein, pour ceux qui connaissent pas ces aspects-là, c'est en fait une sorte de représentation schématique de la chaîne d'action, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe entre le moment où on met en place des activités dans une intervention, jusqu'au moment où on arrive aux effets qu'on veut provoquer. Donc tout ça, dans le but, hein, de trouver des indicateurs d'évaluation. Et puis, on s'est très vite rendu compte qu'il fallait s'intéresser au système de déploiement parce que, bah, c'est un petit peu, la clé, hein, de ces interventions. Il y a, tout ce qui est écrit dans le programme, mais sans un système de déploiement, qui fonctionne et enfin, si on ne s'assure pas qu'il est déployé de la façon dont il devrait l'être, bah, ça a un impact fort sur, les effets. Donc cette première phase, est maintenant terminée. On est passé dans la seconde phase où justement on est en train de tester, nos indicateurs d'évaluation et puis, des nouveaux outils pour suivre, ce qui se passe dans le programme. Avec, un pré-poste, puisqu'on s'est très vite rendu compte aussi que c'était compliqué, de mettre en place, un essai contrôlé randomisé dans des conditions, réelles et puis avec une population, tout venant, hein, aussi où on a des critères d'inclusion qui sont, difficiles, à déterminer et je vais pas revenir là-dessus, hein, puisqu'on nous a demandé d'être, d'être bref, hein, c'est juste, voilà, d'être synthétique. Donc je vais, conclure, sur ce qui est très intéressant, dans ce projet, au-delà d'aller mesurer des impacts en fait, c'est aussi que, la recherche, a permis, d'ajuster, et de faire évoluer le programme puisqu'on a identifié, un certain nombre, d'aspects, qui à la fois impactaient la recherche mais aussi impactaient les effets du programme.
Donc, le projet a permis notamment d'adapter les stratégies de mobilisation des participants pour être sûr que on réduisait les inégalités sociales de santé, là encore, et qu'on ne les accentuait pas. Ça a entraîné aussi tout un processus de structuration de la formation des animateurs pour assurer la pérennité du programme. Et puis voilà, mutualisation des ressources, enfin plein de choses. On a finalement très peu touché au programme en lui-même, mais tout ce qui va autour a été très important. Voilà, je vais laisser le temps Merci. pour qu'on puisse débattre. Merci Elodie. Je pense qu'on peut applaudir tous nos intervenants. Bravo pour ces beaux projets. Donc dans le temps qui nous reste pour aborder, voilà, il y aurait beaucoup de choses à aborder. Peut-être commencer avec les difficultés méthodologiques éventuelles ou les succès d'ailleurs. On peut parler des difficultés, ça peut être utile pour tous, mais aussi des succès. Voilà, quand on souhaite étudier cette population de l'entourage, donc on l'a bien compris, qui est multiple et diverse, hein, ça peut être la famille, ça peut être les éducateurs, ça peut être les proches, enfin les pairs. Comment est-ce qu'on les atteint? Voilà, en termes de méthodologie, vous avez commencé à aborder ces éléments. Comment est-ce qu'on va chercher les familles? Comment on va chercher les éducateurs? Comment on les atteint? Comment on arrive à les inclure dans ces projets? Est-ce que ça a été facile? Est-ce que vous avez eu des difficultés particulières? Voilà. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques éléments là-dessus? Éric, On s'est divisé le travail, donc vous, ce sera les questions. non, Élodie va intervenir après, mais ça, c'est un point intéressant. Et je tiens, Élodie l'a mentionné, hein, le projet qu'on évalue, c'est un projet existant. Donc, on ne l'a pas fabriqué en laboratoire, c'est quelque chose qui était, donc ça fait partie de ces innovations hein, qui émergent du terrain, qui effectivement apparaissent prometteuses. Donc, on voit qu'il y a quelque chose, donc on veut voir effectivement est-ce que ça fonctionne vraiment et comment on peut mettre ça à l'échelle. Effectivement, pour le recrutement, je crois que l'élément clé qui nous a permis d'avoir quand même une relation extrêmement bonne avec les participants du programme et de les recruter, c'est le fait qu'il y avait un fort ancrage entre l'équipe de recherche et effectivement les animateurs, hein, l'équipe qui déploie le programme. Et ça, c'est fondamental parce qu'en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ne nous connaissaient pas. Hein. Nous, on est là, puis en plus, qu'on parle d'un des sites, c'est la Réunion. On est hyper loin, on n'est pas sur les mêmes fuseaux horaires et on est qui? Alors, effectivement, ce qui est arrivé, c'est qu'on a la légitimité, la confiance qu'ils nous ont accordée, c'est en fait la confiance qu'ils avaient envers les animateurs du programme. Et donc, c'est vraiment, on a bénéficié de cette confiance-là. Et c'est là que ça permet effectivement d'avoir des participants, des gens qui vont réussir qui vont venir avec nous, hein, qui vont consentir à répondre. Le problème, puis je termine là-dessus, c'est quand on s'éloigne de ces gens-là. Parce que dans la prochaine phase du projet Pattern, donc la troisième phase, l'idée, c'est effectivement, on a un projet, on a une intervention qui est systémique, hein, qui a un impact. On touche à un membre de la famille et là, ben, il y a une espèce d'effet sur les autres. Ça va rayonner sur les autres membres de la famille. Là, ça devient beaucoup plus compliqué, et surtout au niveau quantitatif et tout ça, parce qu'effectivement, on est dans des domaines comme les addictions. Ben, les gens qui viennent dans nos groupes, souvent, ils n'en ont même pas parlé à la famille qui sont dans ces groupes-là. Alors, les rejoindre ça, aller faire une étude dans ces groupes-là, ça pose toute une série de problèmes très, très complexes. Donc, le problème de rayonner sur les autres membres de la famille, aller chercher des informations, mais ça, on n'a pas encore la solution. On va essayer à travers comment dire, des techniques ethnographiques hein, de rentrer dans ces familles-là. Mais voilà, ça pose un problème important. J'ai terminé. Merci Eric. Clément, vous vouliez compléter sur la manière dont vous avez pu atteindre justement les acteurs Alors, socio-éducatifs? nous, pour l'instant, on n'a fait Oui, qu'une revue de la oui. littérature, mais effectivement, l'ambition, Vous c'est allez. de, Voilà. voilà, c'est de faire des entretiens avec les familles, avec les professionnels de terrain. Moi, j'ai déjà eu l'expérience d'avoir sollicité des structures jeunesse, comme
les maisons de quartier, etc. Et effectivement, je rejoins l'importance de la relation de confiance qui doit se construire, hein. C'est une vraie relation, voilà, qu'il faut réussir à faire perdurer dans le temps. Et, et je pense qu'on peut construire ce type de relation quand chacun sait il a, ce qu'il a à gagner en fait dans cette relation aussi. C'est-à-dire que les structures, elles attendent aussi un certain, voilà, un retour de ce qu'on peut produire comme données avec les jeunes. Euh, et je pense qu'en tant que chercheur, on peut faire ce travail voilà, de pédagogie aussi vis-à-vis des jeunes en leur présentant nos résultats et en discutant avec eux, etc., en se confrontant en fait au terrain. Voilà. Si- Sébastien, je vous voyais hocher de la tête, acquiescer. Non. Je vais juste expliquer moi comment j'ai fait et puis les questions que ça a soulevé. Donc vous avez compris que là, on a fait vraiment l'hypothèse que l'institution était importante. Donc comment étudier effectivement ce rôle de l'institution dans les carrières tabagiques. Donc d'abord c'est au prisme du discours des jeunes, hein, c'est ça, entretien semi-directif compréhensif et puis questionnaire. C'est comme ça qu'on arrive donc qu'on travaille cette question, c'est-à-dire lui-même qu'est-ce qu'il en dit, de comment il se sent dans l'institution, est-ce que ça participe à son tabagisme, etc. Qu'est-ce qu'il dit de la famille aussi, et qu'est-ce qu'il dit aussi du tabagisme chez lui. Donc d'abord c'est par là qu'on l'a saisi, l'entourage. Après, on n'a pas fait d'entretien avec les membres de la famille, mais ça serait tout à fait indiqué. C'est juste que nous, c'était en termes de faisabilité, c'était compliqué sur le temps imparti. Et puis voilà, on a déjà beaucoup de choses à faire, mais dans un plus gros projet, ça serait essentiel, comme Laetitia Minari, par exemple, le fait sur Exist, inclure la famille, elle a questionné également. Par contre, nous, on a prévu vraiment d'interroger le rôle de l'institution aussi en faisant des visites déjà des lieux, voir s'il y a des espaces dédiés, voir si les professionnels et les jeunes fument ensemble, ou en tout cas, est-ce qu'ils fument sur les mêmes espaces, quel est le règlement par rapport au tabac, est-ce que des actions ont été mises en place, quelle est la politique un peu à l'égard du tabac dans l'institution, et puis aussi par le biais d'entretien collectif avec les professionnels, qui est particulièrement indiqué, ça crée des dynamiques, ils ne sont pas d'accord, donc on voit vraiment émerger des choses qui n'émergeraient pas en entretien individuel. Et puis peut-être aussi troisième un peu méthode pour les institutions, c'est qu'on s'intéresse aussi, tout ce qui est prise de contact, comment ils réagissent à l'enquête, déjà on le documente beaucoup, parce qu'en fait c'est vraiment précieux pour comprendre un peu la position de l'institution par rapport au tabac. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas une priorité, etc. D'autres dire c'est super intéressant. Donc déjà on voit que dans cette institution se joue quelque chose, quoi. Donc c'est vrai que ce qui apparaît comme un préalable dans beaucoup d'études, nous on en a fait vraiment un objet d'étude. On documente beaucoup ça, et notamment dans la mesure où on a des difficultés. Donc on y reviendra après dans la seconde partie, mais voilà. Oui, tu voulais ajouter quelque chose? Non, c'est-à-dire que nous, on n'a pas trop de recul encore par rapport au recrutement. C'est sûr que là, on s'embarque dans un truc délicat parce que souvent, en CJC, souvent, ce sont des jeunes qui sont beaucoup dans des situations compliquées. La CJC, ça peut faire peur. Une première consultation, fatalement, arriver dans ce dispositif avec les préoccupations qu'on peut comprendre, les appréhensions, et à la fin, quelqu'un qui nous demande de participer à une étude de 12 mois. Effectivement, on peut comprendre que c'est compliqué pour les professionnels de CJC de proposer un premier rendez-vous, de participer à une étude dans laquelle on demande aux jeunes de s'engager pour 12 mois. Là, évidemment, nous, on laisse toute liberté aux professionnels de CJC de présenter la chose comme ils le souhaitent. Alors nous, on a quand même, pour faciliter un peu la présentation de l'étude, on a fait des flyers. On a aussi on leur a envoyé des posters, etc. Donc le flyer, c'est vraiment justement pour le coup à utiliser par le professionnel de CJC comme support pour présenter l'étude. Le jeune n'est pas obligé de répondre dans l'immédiat, etc. Donc voilà, nous l'étude elle vient de commencer. On a eu les premières inclusions le mois dernier. On est à 4 usagers, un accompagnant. Et puis les professionnels de CJC, je comprends leur inconfort à présenter une étude de ce type-là lors d'un premier rendez-vous, voire même d'un deuxième, peut-être même tout court, je ne sais pas ce qui se passe concrètement. C'est vrai que les inclusions patinent un petit peu, mais
Et puis en même temps, j'ai eu des retours disparates parce que j'ai des professionnels de CJC qui me disent, moi je suis vraiment, ça me dit rien, premier rendez-vous, c'est sûr que je présente pas l'étude, etc. Et d'autres qui me disent, bon, bah, au pire, il me dira non. Donc voilà, c'est compliqué d'y voir clair. Là, il y a tous les tempéraments qui s'expriment et les sensibilités qui s'expriment. Et on verra bien comment ça évolue. Si je peux me permettre, parce que nous, on a eu exactement les mêmes difficultés, hein, où c'est pareil, les gens entrent dans un programme sur la famille, ils savent déjà pas trop s'ils vont rester ou pas, etc. Donc c'est exactement la même problématique. Et si ça peut te rassurer, nous, ce qui aide beaucoup, en fait, c'est finalement quand on a des animateurs chevronnés et qui font partie de l'étude depuis le tout début, en fait, ils finissent par nous connaître, avoir confiance en nous aussi. Et finalement, je pense que ça les aide à avoir confiance et à proposer plus facilement aux participants. Et effectivement, j'ai plus de participants dans les groupes d'animateurs qui nous suivent depuis le début que dans ceux-là. Donc, il y a de l'espoir. Merci pour cet espoir pour, pour Louis. On va peut-être poursuivre. Alors, je regarde juste l'heure. Peut-être commencer à se diriger vers le temps de questions. Peut-être, voilà, je crois que c'est Jessica Manche ce matin qui parlait du fait que voilà, partager les difficultés qu'on rencontrait, hein, que ce soit en termes de méthodologie ou autre, ça pouvait être utile aux autres chercheurs qui évoluent dans le champ. Donc, est-ce que vous pouvez chacune nous présenter soit un succès, soit un échec, comme vous voulez, selon l'humeur que vous avez rencontré dans ce projet et qui serait intéressant voilà, de partager à tous et toutes quand voilà, on souhaite questionner cette question de l'entourage des jeunes vis-à-vis de la consommation de substances psychoactives. Est-ce que vous avez quelque chose en tête Oui, Eric. Très vite. Je dirais que le succès est lié au système de déploiement du programme. Et une des boîtes noires, hein, nous, notre problème, c'est qu'on a interviewé dans le cadre du premier volet d'études, on était devant finalement des participants qui avaient passé à travers le programme et donc qui étaient satisfaits. Donc, la boîte noire de ce premier volet-là, c'est le fait qu'on n'a pas pu interviewer des gens qui n'avaient pas complété le programme. Et ça, c'est dû au système de déploiement qui finalement perdait la trace de ces gens-là. Donc, il y a vraiment le fait, c'est que pendant des décennies, on doit dire, hein, qu'en recherche en santé publique de manière générale, recherche en addiction, on s'est très peu préoccupé justement de ce système de déploiement-là. On s'intéressait, on faisait de l'étude, de la recherche interventionnelle, on regardait, est-ce que ça fait une différence ou pas, mais sans regarder derrière toute l'infrastructure qui était nécessaire. Aujourd'hui, nous, le message qu'on a hein, dans ce rapport qu'on rédige, dans les articles qu'on va écrire, ça va être beaucoup ça. C'est-à-dire à quel point ce système de déploiement-là a une influence énorme, en fait, sur la recherche qui va finalement va se coller à ces systèmes-là. Et entre autres, dans le programme, on recrute des gens, on ne savait pas qui on recrutait. Nous, on faisait face à un programme où on ne collectait aucune information sur les gens qui entraient dans le programme. Mais là, dans la phase 2, on a dit, on veut savoir. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu qu'en fait, c'était un programme où il y avait un fort biais hein, en termes de catégories socio-professionnelles. On voyait très bien qu'il y avait un souci majeur en termes d'équité, hein, d'accès à ce programme-là. Donc, ça, c'est un peu le problème majeur. Hein. C'est lié au système de déploiement. Merci. Clément, peut-être Oui, alors, il bon. fonctionne. C'est bon. Moi, je vais partir sur le positif plutôt hein, pour donner Allez, allons-y. Aux autres chercheurs l'envie d'aller dans le sens de la recherche interventionnelle, etc. Voilà, j'ai eu une expérience intéressante avec des professeurs d'un collège qui, en fait, on a vraiment discuté de l'intérêt de la recherche, etc. Et à partir du moment où ils avaient compris les questions de recherche, etc., mais ça a été évoqué tout à l'heure, notamment par les acteurs de terrain de l'association La Boussole, voilà, qui collabore avec des équipes de recherche.
ce lien de compréhension mutuelle, il est super important. Et ça permet de faire de grandes choses en réalité. Enfin, je sais qu'à derrière, on a pu avoir accès voilà, aux élèves de la classe, etc., faire des observations pendant des interventions, etc. Et finalement, voilà, je reviens sur cette notion de confiance hein, qui est essentielle hein, sur voilà, l'importance de la relation de don contre don, finalement, avec les acteurs de terrain. Euh, voilà, je pense que ça peut être très positif et apporter de belles choses. Merci. Je Élodie? vais surenchérir hein, sur ce que dit Clément. Il a fait le négatif, je fais le positif. Hein. Pour moi, le gros aspect positif de ce projet Paterne, hein, c'est vraiment ça. C'est vraiment cette collaboration EHESP Addiction France. On prétend pas juste que c'est un projet de recherche interventionnelle. On travaille vraiment de façon très très proche. Et en fait, je pense que voilà, maintenant, il y a peu de décisions qui sont prises au niveau Addiction France sans qu'on en discute avec nous et vice-versa, en fait. C'est vraiment un aller-retour. Et ça a aussi permis, enfin, ça a vraiment créé une émulation autour du programme. Enfin, ça a remobilisé aussi certains animateurs et c'est en train de devenir quelque chose d'important. Et enfin, je trouve que ça, voilà, c'est des aspects tellement encourageants au quotidien. Et c'est aussi ça, des fois, qui, quand on a des difficultés hein, avec le CPP, les comités d'éthique, enfin, le moteur, c'est aussi ça de se dire mais on est en train de faire quelque chose qui peut-être va changer et de participer à quelque chose de plus grand que nous, que le projet de recherche, que le programme de prévention. Donc voilà, c'est très encourageant. Merci. Louis, Sébastien? Est-ce qu'on va partir sur les difficultés là? Non, mais j'essaie de faire un point. Le positif, c'est que tout le monde est en... C'est paradoxal ce que je vais dire, c'est-à-dire que les structures qui participent, les partenaires, il y a une très bonne communication. Tout le monde est enthousiaste, c'est une étude importante. Bah oui, le dispositif, il existe, mais on n'a pas de données. Ça, c'est le positif, évidemment. Et si je vais finir sur le positif, en fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait eu jusqu'à maintenant, en un mois, là, 4 inclusions d'usagers et d'un accompagnant, et les entretiens se sont très bien passés. On a toutes les données, il n'y a pas de problème, tout le monde est content. Merci. On va finir avec Sébastien. Alors oui, nous, la principale difficulté est liée à l'état de la psychiatrie aujourd'hui et de la pédopsychiatrie. Surtout la pédopsychiatrie, c'est assez dramatique. Ça fait la une hein, ces jours-ci avec un rapport de la Cour des comptes notamment, qui fait état de c'était quoi, plus d'un tiers effectivement de baisse des effectifs en pédopsychiatrie en 10 ans, des pédopsychiatres. Et nous, on le ressent vraiment. Enfin, du coup, on avait 3 terrains, on avait les DITEP, les cliniques et puis la psychiatrie. Et puis, il y a un terrain qui nous a donc lâché quand on avait le projet accepté, en nous disant vraiment, on aurait aimé, mais c'est pas possible. C'est des gens qu'on avait contactés en amont qui étaient d'accord avec le projet et qui trouvaient que c'était un projet important, mais on a d'autres priorités. Mais voilà, pour le coup, là, on peut comprendre. Enfin, c'est difficile de voir comment. Enfin, ce qui est lié effectivement au fait le tabac, c'est pas une priorité, mais aussi vraiment, on peut pas quoi. Et donc, on a revu à la baisse en fait un peu notre protocole. On n'a pas réussi non plus à trouver d'autres terrains en psychiatrie. C'était compliqué. Et puis sur les DITEP et les cliniques, c'est pas aussi simple qu'on le pensait. Pareil, ça nous semblait un peu acquis. Des partenariats étaient établis, l'accord était donné à tous les niveaux. Et puis c'est vrai que c'est compliqué. Des services qui ferment en cours de route aussi. Voilà. Donc on fait comme on peut. Et après, je finis par un point positif. On sent aussi que dès qu'on arrive, même si c'est pour une recherche, ça suscite de la réflexivité, des échanges sur un sujet qui finalement est banalisé au quotidien. Enfin, beaucoup en psychiatrie, c'est ça le problème quand même. Et du coup, ça permet effectivement de faire en sorte qu'on se repose des questions sur cette thématique. Merci. On va clôturer doucement cette table ronde avec quelques questions dans la salle et aussi en ligne. Je vais commencer avec une qu'on a reçue en ligne. Donc, on repart un peu sur l'aspect définition hein, qu'on abordait au début. Donc, la question est la suivante. On voit qu'il y a une multiplicité des entourages suivant les contextes. Toutefois, je pense que parler d'entourage, c'est prendre en compte des objets inanimés, symboliques, à côté des acteurs. Qu'en pensez-vous?
Je reprends les mots. Est-ce que ça vous inspire quelque chose en particulier? En sociologie, oui, Voilà. il y a Bruno Latour qui parlait d'actants, effectivement, et les acteurs et les actants. Et effectivement, enfin, c'est clair, il faut prendre en compte pas seulement les personnes, mais les objets, les ambiances, l'espace. On parlait des espaces fumeurs, non fumeurs. Enfin voilà, il y a effectivement tout un tas de choses qui peut. Alors c'est pour ça que le contexte est peut-être plus adapté qu'entourage quand on veut désigner effectivement ça précisément, il me semble. Très bonne réponse. Merci Clément. Ouais. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a une question juste ici. De Maria. Alors c'est pour Paterne. Alors c'est pas vraiment une question, c'est une question commentaire. En vous écoutant, ça m'a fait penser à une recherche que j'avais faite il y a plusieurs années. C'était à la demande de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis, parce que les travailleurs sociaux revoyaient revenir à l'aide sociale à l'enfance essentiellement des personnes qui elles-mêmes, enfin des enfants de personnes qui elles-mêmes avaient été prises par l'aide sociale à l'enfance. Et du coup, ils avaient l'impression de faire vraiment un mauvais travail. Voilà. Ils disaient on n'y arrive pas, on rate nos interventions puisqu'on voit revenir les enfants des parents voilà, qu'on avait pris en charge. Et on avait démarré une recherche. On a été voir dans les dossiers, on a retrouvé des coordonnées, on a réussi à retrouver des personnes et on a vu des personnes qui avaient été prises en charge et qui n'étaient pas revenues. Et ce qui nous a permis de montrer aux travailleurs sociaux que leur travail n'était pas si mauvais que ça, puisqu'on avait retrouvé des personnes qui effectivement étaient dans des familles qui étaient pas du tout dysfonctionnelles, au contraire qui allaient même très bien. Euh, et du coup, je me suis dit, bon, on a fait des récits de vie, etc. Et là, j'ai regretté, en vous écoutant, je me dis, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de trouver des déterminants pour savoir pourquoi est-ce que eux, ils ont réussi à s'en sortir. Et du coup, je me demandais, est-ce que vous, finalement, ça pourrait être... Alors, je me demande comment est-ce que vous pourriez recruter les personnes, mais est-ce que ça pourrait être aussi, finalement, peut-être pour vous, au niveau méthodologique, quelque chose d'intéressant de retrouver des personnes qui, elles-mêmes, n'ont pas été dans la reproduction familiale pour voir comment est-ce qu'elles elles s'en sont sorties. Euh, Bon, alors, quand je vous ai dit, il y a peut-être vous avez dit, il y a peut-être une personne dans la famille qui fait que les choses changent. Là, je me dis, bon, peut-être c'est le conjoint, le fait d'avoir un conjoint qui était différent, n'avait pas vécu la même situation, peut-être que ça a aidé. Enfin, bref, ça m'a beaucoup intéressée. Enfin, voilà, c'est à la fois un commentaire et puis une petite question méthodologique. La question des déterminants est importante, hein, et c'est ça le problème. Nous, on part d'un programme existant. Alors, c'est clair que si on était, c'est comme vous, hein, vous êtes passé d'un programme existant, que vous regardez un peu ce qui arrive, c'est clair que quand on part d'un programme qu'on fait de toutes pièces, on va avoir cette analyse, effectivement, sur les déterminants du problème. Effectivement, on est plus du côté sombre toujours de l'histoire. Hein. On dit, ben, c'est quoi les déterminants finalement de ne pas tomber, de ne pas avoir besoin d'être une famille, par exemple, fonctionnelle et tout ça. On a moins ces déterminants-là. Peut-être qu'on a les déterminants de scénarios plutôt sombres et tout ça. Donc, mais ce qu'on a essayé avec le modèle logique, c'est de dire, voici le programme, voici les leviers qu'il active. Et là, ben, à travers ces leviers-là, on était capable on monitorait les transformations. On le fait en rétrospectif. Là, maintenant, on le fait en prospectif. Donc, on va voir comment, effectivement, ces transformations s'établissent. Mais effectivement, et là, le problème, c'est le temps. Hein. C'est votre problème, c'est le nôtre. C'est combien de temps, la latence des effets, combien d'années il faut laisser passer pour voir ça. Ben, les économistes arrivent en regardant les dossiers, par exemple, sur l'emploi et tout ça, ils sont capables de voir des choses. Mais tout ce truc qui fait les relations est difficile à identifier. Oui, oui, en fait, là, on touche plus à la théorie du programme, finalement. Donc, Lynn Caron saurait beaucoup mieux vous répondre que nous-mêmes. Mais effectivement, on peut imaginer que les compétences qu'on acquiert
au sein du programme Une affaire de famille, des personnes ont pu les acquérir par un tout autre moyen, ce qui explique finalement que la transmission intergénérationnelle, elle n'est pas obligatoire. Là, on est plutôt sur une cible de gens qui voient bien que ça perdure. Mais il y a tous ceux qui n'ont pas besoin de ce programme, et tant mieux. Et après, nous, les professionnels d'Addiction France sont pas tout à fait dans le même constat de on fait mal notre travail, mais en fait, c'est plutôt un constat qu'ils se rendent compte qu'il y a des personnes qui savent très bien aider avec tous les outils qui mobilisent et qui connaissent bien mieux que moi, mais qu'il y a une catégorie de personnes où ils ont l'impression que ils ont beau mettre tout leur attirail en place, finalement, ils n'arrivent pas à les aider et puis ils servent un peu de béquille. Et en fait, ces problématiques reviennent. Et c'est pour ces personnes-là, en fait, qui ne se sentaient pas suffisamment outillées et qui se disaient, mais il faut qu'on aille chercher plus loin, et qu'on voit un petit peu ce qui se passe. Merci. On va peut-être prendre une dernière question avant de marquer une petite pause. Pour Clément, c'était une question sur un petit détail. Sur quel baromètre ou critères vous adossez-vous pour évaluer et analyser les inégalités sociales de santé dans votre projet? Vous avez le droit à un joker. Ouais, en fait, Plus proche. ouais, donc les inégalités sociales de santé, en fait, on part des constats de l'OFDT, des chercheurs en sociologie qui nous disent qu'il y a des vulnérabilités tabagiques spécifiques. Mhm. Donc, à partir de ce moment-là, on estime qu'il y a une inégalité sociale de santé, dans la mesure où ça touche des populations de jeunes issus de milieux précarisés. Voilà, donc les déterminants sociaux qui ont une forte importance en fait dans ces consommations à risque. Ouais. Voilà. Donc c'est comme ça. Enfin, moi, je suis qualitativiste. Après, je me base pas spécialement sur des échelles ou des grilles. Okay. Voilà. Et merci pour la question. C'est Monsieur Bassène qui est en ligne. Voilà. Si vous souhaitez échanger un peu plus amplement. Mais on va finir sur justement cette thématique des inégalités sociales que j'aurais aimé aborder, mais on ne va pas avoir le temps aujourd'hui. Donc, vous remerciez tous les 5, donc pour les 4 projets, pour vos présentations, pour ces échanges, pour vos réponses aux questions, donc, voilà, qui montrent bien que voilà, lorsqu'on étudie les jeunes sur cette thématique des substances psychoactives, ça peut être particulièrement pertinent de prendre en compte aussi des adultes, notamment, pas que, dans l'entourage est plus large que ça, mais voilà, ceux qui sont en charge de ces jeunes, qui les côtoient au quotidien, ceux qui ont des comportements peut-être à risque et qui peuvent être aussi des modèles pour les jeunes. Donc voilà, des choses à garder en tête, et on invite toutes les chercheurs et chercheuses qui nous écoutent à investir ce champ de recherche qui nous semble particulièrement important. Je vous remercie.